Dans l'histoire contemporaine, rares sont les noms qui provoquent immédiatement un mélange de choc, de malaise et d'incompréhension profonde. Adolf Hitler est l'un de ces noms. Un individu dont l'ascension, les actes et les conséquences ont transformé le XXe siècle en profondeur, redessiné des continents, modifié à jamais les relations internationales et laissé derrière lui un héritage de destruction presque impossible à mesurer. Mais Hitler n'est pas apparu soudainement, du jour au lendemain, comme une figure de terreur mondiale. Non. Son histoire est une construction progressive, un assemblage d'humiliations, d'échecs personnels, de frustrations idéologiques, d'opportunités politiques et d'un contexte historique déstabilisé. Dans cette vidéo ou ce récit, on va remonter aux origines, comprendre le jeune Adolf, les premières fissures, l'ascension inattendue, la manipulation des masses, la transformation d'un pays, la guerre totale et finalement la chute brutale. Un voyage à travers l'un des chapitres les plus sombres de l'humanité. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville frontalière de l'Empire austro-hongrois. Rien, absolument rien, ne laisse alors présager qu'un bébé naissant dans une famille modeste deviendra un dictateur dont le nom restera associé à l'horreur. Une famille instable. Son père, Alois Hitler, est un fonctionnaire des douanes, autoritaire, sec, violent dans son éducation. Sa mère, Clara, est tout l'opposé, douce, protectrice, affectueuse. Hitler développe avec elle une relation fusionnelle. L'enfance est marquée par des déménagements incessants, un père qu'il déteste, une mère qu'il adore, une scolarité instable. Hitler rêve déjà d'un destin exceptionnel. Mais contrairement à ce qu'il affirmera plus tard dans Mein Kampf, sa jeunesse n'est ni héroïque ni philosophique. Elle est chaotique, faite d'échecs scolaires, de conflits familiaux et d'isolement. Le rêve brisé. À l'adolescence, il se découvre une passion pour l'art. Il veut devenir peintre. Il tente donc le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne. Résultat, rejeté, 2 fois. Cette humiliation le marque profondément. Vienne, la chute sociale. Hitler vit dans des foyers pour hommes seuls, vend quelques aquarelles pour survivre, mais surtout, il nourrit sa colère. C'est à Vienne qu'il découvre les discours antisémites virulents de l'époque, le nationalisme pangermaniste, le populisme racial, la politique de rue, le ressentiment social d'une population pauvre. Il se construit un monde intérieur rempli de haine, persuadé que son échec personnel est dû à d'autres, les professeurs, les étrangers, les juifs, la société moderne. Cette période forge l'idéologie future du dictateur. Le choc de la Première Guerre mondiale. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Hitler voit dans ce conflit une opportunité, rejoindre un combat pour une cause plus grande que lui, servir l'armée allemande qu'il adore, trouver une identité. Il s'engage comme messager. Il ne devient ni stratège ni officier, mais il reçoit la croix de fer de première classe, un insigne rare pour un soldat de son rang. Hitler vit la guerre avec passion, conviction, presque avec exaltation. L'effondrement allemand. En 1918, l'Allemagne perd la guerre. L'armistice tombe. Le pays est humilié. Pour Hitler, c'est inconcevable. Il refuse d'accepter la défaite. Beaucoup d'Allemands ressentent la trahison, la misère, l'injustice, la colère contre les élites. Hitler partage ce sentiment, mais le transforme en obsession. C'est ici que beaucoup d'historiens situent le point de bascule. Hitler cherche un coupable. Il en désigne un, les Juifs et les démocrates, accusés d'avoir poignardé l'Allemagne dans le dos. C'est totalement faux, mais l'idée se répand comme un virus. « 1919, une brasserie, un micro, et tout commence. Hitler rejoint en 1919 un petit groupe politique insignifiant, le DAP, Parti ouvrier allemand. Très vite, il se distingue par son talent d'orateur. Il parle avec passion, colère, intensité. Les foules l'écoutent, tremblent, adhèrent. En un an, il transforme un petit cercle d'ouvriers nationalistes en un mouvement politique explosif. Le NSDAP. Le parti devient le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Hitler rédige le programme, impose la propagande, structure les sections, crée l'iconographie, met en place les SA, milices paramilitaires. Il comprend un principe clé. Un mouvement politique doit d'abord être un mouvement émotionnel. Il associe
symboles, couleurs, slogans, uniformes, marches, rituels. Le nazisme acquiert une esthétique, une identité visuelle, une mythologie. Le talent de manipulation, Hitler harangue les foules dans les brasseries de Munich. Ses discours mêlent promesses économiques, vision d'un nouvel empire germanique, haine raciale, revanche nationale. L'Allemagne est alors en crise profonde, frappée par une inflation monstrueuse et des tensions politiques. Hitler apparaît comme un sauveur aux yeux d'une partie de la population. Le putsch de 1923, Hitler pense pouvoir renverser le gouvernement en imitant Mussolini. Il tente un coup d'État à Munich. Le putsch de la brasserie. C'est un échec total. Les policiers ouvrent le feu. Hitler est arrêté. Le NSDAP est interdit. Mein Kampf, la propagande papier. En prison, Hitler écrit Mein Kampf, un mélange d'autobiographie, d'idéologie raciale, de stratégie politique, de fantasmes expansionnistes. Il y expose déjà son antisémitisme radical, sa volonté d'élimination, son projet d'expansion à l'Est, son rêve d'un empire allemand dominant l'Europe. À sa sortie de prison, il change de stratégie. Il ne tentera plus de prendre le pouvoir par la force. Il le prendra par les urnes. La crise économique, l'opportunité du siècle. En 1929, la Grande Dépression frappe le monde. En Allemagne, le chômage explose. La colère aussi. Les partis extrêmes montent et Hitler en profite magistralement. En 1932, le NSPAD devient le premier parti d'Allemagne. 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier. Le président Hindenburg le nomme chancelier, pensant pouvoir le contrôler. C'est l'erreur qui changera l'histoire du monde. Quelques semaines après sa nomination, le Parlement brûle. L'événement est utilisé pour supprimer les libertés civiles, arrêter les opposants, instaurer une dictature légale. La mise en place d'un État totalitaire. Hitler dissout les partis, censure la presse, contrôle l'éducation. Les SA sont remplacés par les SS, plus loyales, plus brutales. Les lois de Nuremberg légalisent la persécution antisémite. L'Allemagne se transforme en État policier, machine de propagande, société militarisée. La remilitarisation, Hitler réarme massivement l'Allemagne, violant le traité de Versailles sous les yeux d'une Europe paralysée par la peur d'une nouvelle guerre. Les annexions. Annexion de l'Autriche, Anschluss. Annexion des Sudètes, occupation de la Tchécoslovaquie. À chaque avancée, les puissances européennes reculent. Hitler comprend que personne ne l'arrêtera. 1er septembre 1939, invasion de la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Hitler utilise une stratégie révolutionnaire. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. L'Europe tombe une à une. Pologne, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, France. En 1941, Hitler se tourne vers l'Est et lance la plus grande invasion de l'histoire. L'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Le régime nazi met en place ghettos, rafles, déportations, camps de concentration, camps d'extermination. La Shoah devient l'un des crimes les plus atroces de l'histoire humaine. L'hiver russe. La Wehrmacht est stoppée à Moscou, puis encerclée à Stalingrad. La machine militaire nazie s'effondre lentement. 1944, l'Allemagne bombardée, les Alliés avancent. Les complots internes tentent de renverser Hitler. Il devient paranoïaque, isolé, irrationnel. Avril 1945, le bunker. L'armée rouge entre dans Berlin. Hitler se réfugie dans un bunker souterrain. Le 30 avril 1945, il se suicide. Le régime nazi s'effondre. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. L'Europe se relève lentement de la pire catastrophe de son histoire. L'histoire d'Hitler n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est celle d'une époque instable, d'une société brisée, d'un populisme destructeur, d'une idéologie mortelle, d'une manipulation de masse, d'une absence de résistance suffisante, d'un enchaînement d'erreurs politiques. C'est un chapitre sombre, mais essentiel à comprendre. Parce que connaître cette histoire, c'est comprendre ce que l'humanité doit absolument empêcher de reproduire. Benito Amilcar Andrea Mussolini
naît le 29 juillet 1883 près d'Apio, un petit village isolé de la région de l'Émilie-Romagne, en Italie. Fils d'un père anarchiste, Alessandro Mussolini, et d'une mère pieuse et enseignante, Rachel Guidi, il grandit dans une famille où l'opposition à l'autorité est omniprésente. Son père, un homme à la fois passionné et radical, est un fervent défenseur des idéaux socialistes et anarchistes, alors que sa mère incarne la stabilité et la tradition. Cette contradiction au sein de son foyer imprègne profondément Benito et façonne son caractère pour le reste de sa vie. Dès son enfance, Mussolini se distingue par sa personnalité complexe. Élève difficile, il entre en conflit avec les autorités scolaires et ses professeurs n'hésitent pas à le qualifier de turbulent et d'indiscipliné. Il est un jeune homme au tempérament fougueux, audacieux et doté d'une grande intelligence. Mais sa rébellion contre l'ordre établi commence tôt. Après avoir été expulsé plusieurs fois de l'école primaire, il s'en remet à l'influence de son père et de ses convictions politiques, tout en développant un fort sentiment de rejet envers l'autorité et les conventions sociales. Son éducation est dominée par une atmosphère de passion idéologique. Dans les rues de Predapio, Benito entend souvent son père débattre avec ses voisins de la politique et de la révolution, des discussions où il apprend que la société est injuste et qu'il est nécessaire de la changer. Cela va nourrir son esprit révolutionnaire et sa quête de pouvoir absolu. Son père, fervent socialiste, et sa mère, conservatrice et religieuse, vont être des figures opposées qui nourriront son esprit critique et sa soif de renouveau politique. Cette polarité devient un terreau fertile pour ses futures ambitions. À 14 ans, Mussolini quitte sa ville natale pour s'installer à Forlì, où il poursuit ses études. Bien qu'il ait une certaine aptitude pour l'étude des lettres, son esprit se tourne rapidement vers des idées plus radicales. Pendant cette période, il adopte des idéaux socialistes, suivant les traces de son père. Mais l'homme qui naîtra ne sera pas simplement un révolutionnaire. Il sera celui qui, plus tard, incarnera une nouvelle forme de dictature, l'ascension d'un homme se nourrissant d'ambition et de déception. De l'enseignement à la journalisme, l'éveil d'un leader. Après avoir quitté l'école, Mussolini choisit de devenir enseignant, mais l'ennui et les limitations du système éducatif ne l'attirent pas. Ses premières années dans la profession sont marquées par un sentiment de frustration. Il décide alors de quitter l'enseignement pour embrasser une carrière de journaliste. C'est dans la presse qu'il trouve sa voie. Très vite, il devient un homme public, un orateur dont les discours enflammés captivent les foules. Ses premiers écrits, publiés dans des journaux socialistes, illustrent déjà une personnalité en pleine évolution, prête à abandonner la pureté du socialisme au profit d'une vision plus radicale, voire totalitaire. En 1912, Mussolini devient rédacteur en chef du quotidien socialiste Avanti et gagne en influence. Il se fait remarquer pour son éloquence et ses convictions. Mais la Première Guerre mondiale bouleverse sa vision du monde. Mussolini, en rupture avec la majorité des socialistes italiens, soutient l'entrée de l'Italie dans la guerre. Il rompt ainsi définitivement avec la gauche, qu'il accuse d'être trop timorée, et se rapproche des idéaux nationalistes. La Grande Guerre. L'origine de son impérialisme. La guerre de 1914-1918 transforme Mussolini en un homme forgé par la guerre, mais aussi un homme plus radical et plus nationaliste. En 1915, l'Italie entre en guerre aux côtés des Alliés et Mussolini s'engage dans l'armée en tant que volontaire. Il est blessé à plusieurs reprises, mais cette expérience le façonne profondément. Mussolini revient de la guerre avec une vision plus large. Celle d'une Italie forte, unie et indépendante, et d'une Europe où l'Italie serait une grande puissance. De retour chez lui après la guerre, il ne trouve qu'un pays dévasté par le conflit, une Italie déprimée économiquement, où la violence de la guerre est exacerbée par une lutte de classe violente.
C'est dans ce contexte que Mussolini fait son entrée dans la politique active. En 1919, il fonde le Fasci di Combattimento, un mouvement paramilitaire nationaliste. Le pays est divisé par des grèves, des violences sociales et une insécurité généralisée. Mussolini, avec sa rhétorique enflammée et son charisme naturel, devient un porte-parole de l'ordre et de la révolte contre la faiblesse du gouvernement. C'est dans ce terreau fertile qu'il trouve sa place en tant que leader du fascisme. L'ascension au pouvoir, la marche sur Rome. En 1922, l'Italie est un pays en proie à une instabilité politique constante. Le gouvernement de l'époque est trop faible pour faire face aux soulèvements sociaux, à la montée des partis extrémistes et à la crise économique. C'est dans ce contexte de chaos que Mussolini et ses fascistes décident d'agir. Le 28 octobre 1922, il organise la marche sur Rome, une démonstration de force symbolique visant à prendre le contrôle du gouvernement italien. Mussolini, avec ses partisans, marche vers la capitale, menaçant de renverser le régime en place. Face à cette menace, le roi Victor Emmanuel Creuth cède et nomme Mussolini président du Conseil. C'est ainsi que commence la dictature fasciste en Italie. Mussolini, à la tête du pays, met rapidement en place un régime totalitaire. Il dissout les partis politiques, interdit les syndicats indépendants et impose la censure de la presse. Il renforce le contrôle de l'État sur tous les aspects de la société, des médias à l'éducation, et impose une vision du monde basée sur l'autorité absolue, la discipline et la force. Ses premières années au pouvoir sont marquées par des réformes économiques, sociales et culturelles qui visent à contrôler chaque aspect de la vie italienne. Le fascisme et l'impérialisme. L'aventure africaine et la guerre. Mussolini n'est pas satisfait de simplement gouverner l'Italie. Il rêve d'une grande Italie impérialiste, digne de l'Empire romain. En 1935, il lance l'invasion de l'Éthiopie, un acte d'agression qui va profondément marquer son héritage. La guerre d'Éthiopie est un échec stratégique et moral condamné par la communauté internationale, mais Mussolini réussit à annexer le pays, créant ainsi un empire colonial. Cette aventure impérialiste se révèle cependant coûteuse et marque le début du déclin de son pouvoir. En 1939, l'Italie entre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne nazie, formant un axe fasciste. Mussolini, qui se croit capable de jouer un rôle central dans cette guerre mondiale, se trouve rapidement submergé par les événements. L'armée italienne, mal préparée et mal équipée, subit une série de lourdes défaites, d'abord en Afrique du Nord, puis en Grèce et sur le front russe. La chute du DUS, l'emprise du pouvoir et la dérive. Les défaites militaires sont un coup dur pour Mussolini, mais ce sont surtout les difficultés internes qui le détruisent. En 1943, après le débarquement allié en Sicile, la situation devient ingérable. Le Grand Conseil fasciste vote sa destitution et Mussolini est arrêté par le roi. Il est emprisonné, mais l'Allemagne nazie intervient pour le libérer. Mussolini est alors placé à la tête d'un État fantoche dans le nord de l'Italie, la République sociale italienne. Mais son pouvoir est désormais illusoire, et l'Italie est divisée entre les Alliés et les forces de l'Axe. En 1945, les forces alliées s'approchent de Milan et Mussolini, avec sa maîtresse Clara Petacci, tentent de fuir. Ils sont capturés par des partisans italiens et exécutés sommairement le 28 avril 1945. Leurs corps sont exhibés en place publique, suspendus à un câble et mutilés par la foule en colère. Mussolini, qui avait rêvé de restaurer la grandeur de l'Italie par la guerre et l'expansion, meurt de manière violente et humiliante, une fin qui semble refléter la futilité de ses ambitions. Benito Mussolini restera l'une des figures les plus controversées du XXe siècle. Son ascension fulgurante, son pouvoir absolu, ses échecs militaires et sa chute tragique sont un miroir des dangers du totalitarisme et de l'impérialisme.
Son héritage, bien qu'entaché de violence et de répression, incarne les ambitions démesurées d'un homme qui, dans sa quête de pouvoir, a plongé son pays dans la guerre et la souffrance. Mussolini a marqué l'histoire de l'Italie, mais aussi celle du monde, en tant que symbole du dictateur autoritaire et de la démesure. Joseph Vissarionovitch Djougashvili, mieux connu sous le nom de Staline, naît le 18 décembre 1868 dans le petit village géorgien de Gori, situé dans l'Empire russe. Il est le fils de Vissarion Djougashvili, un cordonnier alcoolique, et de Keke Geladze, une femme pieuse et dévouée à son mari malgré ses abus. Le jeune Joseph grandit dans un environnement de pauvreté et de violence, marqué par l'alcoolisme de son père et la maladie de sa mère. Très tôt, il est exposé à la brutalité et à la souffrance. Staline est un enfant malade, souvent victime de fièvre et de blessures. À l'âge de 7 ans, il contracte la varicelle et une infection à la joue qui le laissera avec un visage cicatrisé, une caractéristique physique qu'il conservera toute sa vie. Son père, un homme cruel et violent, bat souvent Joseph, ce qui nourrit sa rancœur et son désir d'échapper à cette vie misérable. L'enfance d'un orphelinat. Joseph est envoyé dans une école religieuse à Gori, un séminaire orthodoxe à l'âge de 9 ans. C'est ici que, pour la première fois, il rencontre la discipline stricte et l'observation des rites religieux. Bien qu'il soit un élève intelligent, il déteste l'ambiance rigide de l'école. L'enseignement rigide et la discipline du séminaire lui laissent une impression durable de rejet de l'autorité, ce qui marquera son comportement plus tard dans sa vie politique. À 15 ans, après une enfance marquée par la violence et la pauvreté, Staline perd sa mère, Keke, qui meurt d'un cancer. Il se retrouve ainsi orphelin et seul face au monde. Son père l'avait déjà abandonné depuis des années et il se trouve sans soutien familial ni ressources. Sa vie devient un tourbillon de solitude, de lutte pour survivre et de désir de vengeance contre un monde qui lui a refusé la compassion. C'est dans cet environnement difficile que Staline commence à se forger ses premières idées politiques. Très tôt, il est attiré par les idées révolutionnaires du marxisme. Il rejoint des mouvements étudiants marxistes clandestins, nourris par une volonté de renverser l'ordre social établi et de mettre fin aux injustices qu'il a vécues toute sa vie. L'ascension politique, d'un révolutionnaire à un dirigeant. En 1889, Staline quitte le séminaire de Gori pour rejoindre le parti bolchevique dirigé par Lénine. Il s'engage dans la lutte révolutionnaire contre le tsarisme. Pendant plusieurs années, il mène des actions révolutionnaires, notamment des activités de raid de banque, en tant qu'agent du parti bolchevique pour financer le mouvement. Il devient un organisateur clé au sein de la section géorgienne du parti et gagne progressivement l'attention de Lénine, qui le voit comme un cadre efficace et déterminé, bien que parfois autoritaire et impitoyable. Staline se distingue par sa capacité à manipuler les autres et à manœuvrer habilement dans les coulisses de la politique bolchevique. Cependant, sa brutalité et sa nature autoritaire commencent à émerger. Il commence à éliminer les rivaux internes au parti, ce qui ne tarde pas à lui permettre de se hisser en position de pouvoir. À travers son contrôle des organisations secrètes, de l'appareil de sécurité et de l'armée rouge, Staline devient l'un des plus proches alliés de Lénine. La révolution russe et l'ascension au pouvoir. La révolution d'octobre 1917 voit les bolcheviks prendre le pouvoir en Russie. Lénine et ses partisans renversent le gouvernement provisoire dirigé par les mencheviks et les modérés. Staline, désormais membre du comité central, joue un rôle clé dans l'administration des territoires sous contrôle bolchevique. Il devient commissaire du peuple aux nationalités et met en œuvre une politique de répression violente contre les opposants. Staline est impitoyable et sa stratégie consiste à éliminer tous ceux qui s'opposent à lui, souvent par des méthodes brutales. Lénine, gravement malade, commence à se retirer de la vie politique et Staline commence à se positionner comme son successeur naturel. Bien que Trotsky soit un dirigeant révolutionnaire charismatique et compétent, Staline le perçoit comme une menace. Le dirigeant géorgien commence alors à manipuler les factions du parti et à gagner le soutien des cadres clés pour écarter Trotsky du pouvoir. En 1922,
À la mort de Lénine en 1924, Staline est en position de force. Il prend la tête du Parti communiste et commence à remodeler l'URSS selon sa propre vision. Sa première action notable est de concentrer le pouvoir entre ses mains. Il utilise la terreur politique, éliminant tous les rivaux et centralisant progressivement les pouvoirs. Le premier grand purge commence alors où des milliers de cadres bolcheviques sont exécutés ou envoyés au goulag, le système de camps de travail forcés. La dictature et les purges. Avec la consolidation du pouvoir, Staline transforme l'URSS en un régime totalitaire. Les réformes économiques qu'il met en place sont brutales, mais efficaces pour un certain temps. La collectivisation des terres agricoles, un processus par lequel les paysans sont forcés de remettre leurs terres à des fermes collectives, se solde par une catastrophe humaine. Des millions de paysans meurent de famine, notamment dans la région de l'Ukraine, où l'Holodomor, une famine artificielle imposée par Staline, tue des millions de personnes. En parallèle, Staline mène des purges massives au sein du Parti communiste et dans la société soviétique en général. Dans les années 1930, les grandes purges voient des centaines de milliers d'individus, y compris des hauts fonctionnaires du gouvernement, des militaires et des intellectuels, accusés de trahison et exécutés sans procès. Le goulag devient un instrument clé de répression, et des millions de personnes sont envoyées dans des camps de travail forcés où la mort et la souffrance sont omniprésentes. La Seconde Guerre mondiale et l'URSS sous Staline. Staline prend une décision cruciale en 1939 lorsqu'il signe le pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Ce pacte, tout en permettant à l'URSS de se préparer pour la guerre à venir, surprend le monde entier. Staline espérait ainsi éviter une confrontation immédiate avec l'Allemagne et gagner du temps pour moderniser l'armée soviétique. Cependant, le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte et envahit l'URSS lors de l'opération Barbarossa. La guerre totale entre l'URSS et l'Allemagne nazie commence. Au début de la guerre, les forces soviétiques subissent des défaites catastrophiques. Cependant, Staline, à la fois autoritaire et pragmatique, réussit à galvaniser la population et à mobiliser l'énorme machine de guerre soviétique. Le Blitzkrieg nazi rencontre une résistance féroce à Stalingrad et à Leningrad, où les soviétiques, soutenus par une propagande intense, repoussent les forces de l'Axe. L'URSS sous Staline devient un acteur déterminant dans la victoire des Alliés, mais non sans un coût humain dévastateur. L'après-guerre. L'URSS comme superpuissance et les purges post-guerre. Après la victoire contre l'Allemagne nazie, Staline se tourne vers la guerre froide. L'URSS, désormais une superpuissance mondiale, se lance dans une lutte idéologique et géopolitique avec les États-Unis. En Europe de l'Est, Staline impose des régimes communistes satellites, consolidant son pouvoir à travers le bloc de l'Est. Les purges continuent, avec l'élimination de tout élément jugé déloyal. Staline mène une politique de répression, n'hésitant pas à envoyer de nouveaux millions de personnes dans les camps de travail ou à les exécuter. La terreur d'État reste omniprésente en URSS et toute forme d'opposition est systématiquement écrasée. La mort de Staline est la fin d'une ère. Le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 64 ans. Sa mort plonge l'URSS dans une période de chaos et de lutte pour le pouvoir. Bien que Staline soit mort, l'héritage de sa dictature perdure. Des millions de personnes ont péri sous son régime et les séquelles de la terreur stalinienne continuent d'affecter l'URSS longtemps après sa disparition. Sa mort marque la fin d'une époque, mais son influence reste omniprésente dans la politique soviétique pendant encore de nombreuses années. En 1956, sous le leadership de Khrouchtchev, l'URSS commence un processus de déstalinisation, condamnant les crimes de Staline et cherchant à effacer une partie de son héritage. Joseph Staline restera dans l'histoire comme l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle. Son ascension au pouvoir, sa consolidation autoritaire, ses purges et son rôle central dans la Seconde Guerre mondiale marquent un tournant pour l'URSS et le monde. Il a imposé une terreur systématique, détruit des vies par millions et forgé un empire fondé sur l'intimidation, la répression et la manipulation. Son héritage,
marqué par l'horreur et la souffrance, demeure une tragédie pour des générations entières de Russes et de peuples sous son joug. Mais Staline est aussi un symbole de la dangerosité de l'autoritarisme, de la brutalité politique et de la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour détruire non seulement des individus, mais aussi des nations entières.